Donc, on est présentement avec Ève Tagny, artiste multidisciplinaire, avec qui je suis allé au cégep. On se connaît. Salut Ève. Allô? Donc, on était au cégep ensemble en cinéma, là, comme très longtemps. Très longtemps, je dis ça de même. Il y a un certain temps. Commence bien comme entrevue. Et toi, tu as continué un peu après ça dans le cinéma, si je comprends bien, mais tu as fait d'autres choses aussi. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu ton parcours, puis c'est quoi que tu fais, tu as fait récemment? Grosso modo. Ben oui, j'ai vivoté pas mal. J'ai vivagué, vogué. J'ai fait, ben c'est ça, cinéma avec toi au Cégep Saint-Laurent. Ensuite, je pense que j'ai essayé de rentrer en film prod à Concordia sans succès. Donc, j'ai fait ce que beaucoup d'étudiants refusés font, soit de commencer en film studies en pensant que ça aiderait, mais ça aidait pas vraiment. Euh, mais donc, j'ai commencé Film Studies, Art History. Après, finalement, j'ai réussi à rentrer en production. Donc, officiellement, j'ai un bac en production cinématographique, mais à travers ça, j'ai quand même pas mal touché à la photo. J'ai fait un an en Angleterre aussi. Euh, donc, j'ai pas fait tant de production cinéma que ça, mais je m'étais intéressée au documentaire dans ce cadre-là. Puis après, j'ai fait un stage dans une boîte de prod, puis j'ai décidé que j'aimais pas ça, puis j'ai décidé que je retournais étudier en journalisme euh, à l'UDM. Puis ensuite, j'ai fait un stage en Afrique du Sud. Puis j'ai fait plein de rencontres qui ont un peu changé ma vie, puis court-circuité aussi ma personne. J'ai comme vécu un gros trauma et un gros deuil qui ont fait en sorte que pendant assez longtemps, je n'étais pas capable de lire, d'écrire, vraiment un peu comme quand tu as un accident cérébral, où c'est ça, tu perds quand même tes facultés. Donc, même si c'est émotif, c'est quand même disons, les mêmes symptômes qui se passent. C'est assez intéressant comme processus. Ben, intéressant, pas à traverser, mais c'est quand même fascinant à étudier, puis à comprendre et à décortiquer le cerveau humain. Et tout ça m'a, disons, mené à développer une pratique dans laquelle je m'inscris aujourd'hui, qui est une pratique, je dirais, d'art visuel, principalement, qui donc est basée, on pourrait dire lens-based en anglais, là, qui est basée dans l'image ou la base de mes projets. C'est souvent, c'est ça, ça va être la vidéo, la photo, donc dans l'image, mais après, au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir des opportunités de présenter dans des contextes d'exposition, tu sais, d'habiter un lieu, d'investir un lieu, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire vivre l'image, en fond, qu'est-ce qui m'intéresse de transmettre aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir accès à un lieu, d'avoir ce privilège-là, de l'habiter pendant un moment donné, je veux dire un temps donné. Donc, à travers ça, j'ai commencé un petit peu à explorer avec l'installation, c'est de penser à l'image, c'est ça, en 3D, donc une image un petit peu plus sculpturale. Puis de commencer à toucher aussi un peu à la performance. Donc, je mélange un petit peu ces formes-là, le texte, la performance, la photo, la vidéo, l'installation. Je dirais que c'est principalement ça. Ça fait depuis environ 2016-2017 que je fais plus des projets en contexte d'exposition d'art visuel. Puis je dirais que c'est ça, j'ai un peu trouvé mon créneau, une façon de rassembler toutes ces expériences-là, justement, toutes ces années de se demander qu'est-ce que je fais de ma vie? Finalement, ben, c'est ça que je fais pour Ben, l'instant. c'est ça qui est intéressant parce que tu as comme tout récupéré, puis il y a rien qui a été perdu dans ta pratique artistique. Ouais, ben c'est quand même intéressant comme parcours en rétrospective. C'est sûr que quand tu es dedans pendant toute ta vingtaine, je pense qu'il y a une pression énorme là, que je trouve absolument oppressante, mais pas juste moi, je veux dire, qui clairement nous oppresse et ne fonctionne pas, là, cette pression
de formater. Déjà au secondaire, c'est comme qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Il faut comme que tu choisisses un emploi, comme si on était bon à faire une seule chose, puis il y a toute cette pression autour de choisir une voie, alors que je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper créatifs, qui ont toutes sortes d'intérêts, qui ont toutes sortes de talents, puis ben, ça ne nous intéresse pas nécessairement de se dévouer à une même chose tout le temps, tu sais. Puis c'est sûr que quand tu choisis ces parcours-là ou que tu t'es engagé dans ces parcours-là, ça peut être des sources de stress parce que il faut gagner sa vie, il faut avoir telle et telle idée du succès, il faut progresser constamment. Tu sais, il y a toutes ces pressions, ces pressions capitalistes, quoi, de la production à tout prix. Donc, c'est sûr que ce genre de parcours court-circuite ça un peu, mais en même temps, je pense que c'est un parcours qui tient de certains privilèges aussi, où, j'ai été capable d'avoir accès à certains types d'éducation, avoir, un assez grand soutien financier pour entreprendre des projets différents, être capable de mettre des outils de mon côté pour faire des voyages, avoir des expériences, faire des stages non rémunérés, par exemple. Tout ça tient comme d'un certain nombre de privilèges qui fait que, c'est ça. Finalement, après plusieurs années, j'ai réussi à comme channel, je sais pas comment dire en français, Pas exactement le beau mot, mais concentré à peut-être. concentrer tout ça, ouais, dans une voie qui est une voie finalement pluridisciplinaire, tu sais. Dans le fond, tu peux un peu faire ce que tu peux. Je veux dire, tu peux toucher à plein de formes, tu sais. Une fois que tu dis, je fais de l'art, tu peux un peu explorer toutes sortes de médiums. Donc, ouais, c'est une voie qui est précaire, qui est difficile, mais qui, je pense, permet quand même d'être toujours dans un apprentissage, dans une expérimentation, qui permet de fonctionner par projet plutôt que fonctionner par horaire ou d'abord de se dire j'ai acquis telle compétence, je la répète sans fin, tu sais. C'est plus comme ça dépend, il y a des gens qui font ça, mais moi je suis plus comme j'ai acquis telle compétence, comment est-ce que maintenant je me challenge, comment est-ce que je continue, donc ouais, disons que pour l'instant ça me nourrit plus que ce que ça me draine, mais c'est sûr que c'est une balance qui est difficile à avoir. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de hauts et bas à travers tout ça. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je le feel beaucoup, moi, personnellement, la pression de se conformer, là, de rentrer dans le moule, puis on le voit, comment l'éducation a été tournée pour toujours il y a à la fois le clientélisme aussi de comment on va acheter des diplômes, tout ça, mais aussi le fait que l'éducation, c'est utilisé pour former des travailleurs et non des citoyens. Mm-hmm. Je le feel Ouais, mais beaucoup. c'est ça. Ou sinon, tu as des programmes où c'est plus, OK, on forme des citoyens, puis après, tout le monde se retrouve un peu dans le choc dans les contextes où c'est pas des citoyens qu'on veut, c'est des travailleurs. Donc, tu sais, tout, c'est bon, ce qui est philo, si ça se humanities. Donc, on a tous un peu ce. Puis c'est la même chose dans les arts aussi. Tu sais, je me souviens que même dans ma formation, je me disais, j'aurais aimé ça qu'on me prépare un petit peu plus à c'est quoi les réalités parce que tu te retrouves un peu lancé puis finalement tu te rends compte que OK, c'est un métier premièrement là, c'est pas juste je m'accomplis, je fais des choses tu sais comme le fait qu'on soit jamais rémunéré par exemple en tant qu'artiste, c'est comme un grave problème, tu sais, puis c'est un problème qui vient aussi pour moi d'une idée de qu'est-ce qu'on valorise, c'est par exemple en France je pense que tu peux je sais pas, là, il faut sûrement que tu remplisses de la paperasse pendant des années et des années, sauf que tu peux quand même être reconnu comme artiste, c'est professionnel, puis t'as une espèce de revenu minimal là, qui est très, très minimal, mais ça démontre quand même qu'on considère que c'est un métier, puis qu'on le valorise aussi comme oui, on a besoin de plombiers, oui, on a besoin de médecins, mais on a aussi besoin de créateurs, on a aussi besoin d'artistes. Je pense qu'ici, c'est pas nécessairement fait. Et donc, la responsabilité, justement, repose sur toi, mais finalement, moi, la plupart de mon temps est passé à demander des bourses, demander du financement, demander ci, ça, écrire des textes pour dire hey, j'ai le droit d'exister puis de faire mon métier, dans le fond. Donc, ouais, c'est quand même
c'est quand même quelque chose qui est nécessaire, je pense, mais qui est... je sais pas exactement c'est quoi la solution, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus cette préparation-là aussi. Ouais, c'est ça que c'est pas juste du pelletage de nuages, tu sais, c'est que c'est des réalités dures d'être obligé de se produire. Dans ta pratique artistique, tu fais qu'est-ce qu'on appelle plus comme des installations. Mhm. Tu l'as mentionné tantôt, tu investis un espace. Comment est-ce que tu conçois ça, investir un espace dans ce que tu fais? Puis ce que tu fais, c'est souvent avec la vidéo, mais aussi des matériaux particuliers. Comment Ouais. ça se passe pour toi? Comment ça se passe? Ça se passe toujours différemment. Je dirais que j'ai réalisé que j'ai développé une façon de faire, là, qui n'est pas une façon de faire qui est nécessairement la plus facile, dans le sens où, comment je peux dire, je travaille souvent mes corpus en fonction d'un lieu spécifique. Donc, je ne suis pas nécessairement une artiste qui est dans le studio, je fais mes peintures, puis là, après, je cherche un lieu d'exposition parce que, bon, je veux les partager ou je veux les montrer. C'est plutôt, je vais avoir une idée ou un projet ou je vais recevoir une invitation, puis euh, en ayant un lieu puis une date aussi de tomber en tête, je travaille vers ça. Donc, je développe vraiment, je dirais, une installation holistique dans le sens où ça me permet de vraiment faire des œuvres qui sont adaptées spécifiquement, on dirait in situ. Là. Je déteste un peu ce mot-là, mais c'est ça que c'est, là, site spécifique. Donc, je pense que moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as ce rapport-là au lieu, tu as un contexte spécifique qui fait que je pense que l'œuvre vit d'une façon différente. Euh, Par contre, c'est sûr que ça devient un petit peu plus compliqué au fil du temps où, bon, je ne peux pas nécessairement réutiliser les mêmes choses, je ne peux pas nécessairement les remontrer. Donc, c'est sûr qu'au niveau d'avoir une pratique consistante puis pérenne, c'est un peu plus difficile, sauf qu'en même temps, je trouve ça beaucoup plus enrichissant parce que mon idée, c'est que c'est venu, je travaillais beaucoup des thèmes liés au deuil, liés, tu sais, le deuil en conjonction avec les rythmes de la nature, le cycle des saisons, cette idée de transformation. J'investissais beaucoup l'idée je le fais encore, mais beaucoup l'idée du jardin comme lieu où toutes les phases du vivant existent en même temps, simultanément. Donc, on est constamment dans un processus de transformation plutôt que vivant, decade ou vivant, mort, tu sais. De tout rallier un petit peu plus sur une même ligne du temps, dans le fond. Puis, ce qui, je pense, aidait à justement entrevoir le deuil aussi. Puis, dans cette perspective-là, ben, j'ai essayé de créer des lieux, dans le fond, recréer des jardins. Puis, de créer des expériences aussi où les gens peuvent vraiment déambuler comme on déambule dans un jardin, où il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs formes de temps aussi. J'utilise des matériaux comme de la terre beaucoup, des fleurs qui vont sécher dans l'espace, des roches, des choses que j'ai collectées à travers des rituels que je fais ou à travers des voyages, des périples, des moments justement, des marches en milieu de nature. Donc, il y a aussi toute cette idée de collègue, mais je vais utiliser aussi, j'avais utilisé beaucoup je les avais mis en contraste avec des matériaux comme le plastique, par exemple, des matériaux qui sont vraiment justement dans une temporalité complètement différente, là, qui sont pas organiques, là, qui sont comme à l'opposé de l'organique, qui créent de l'accumulation, qui justement vont pas se décomposer, puis comme d'une certaine façon nous mènent aussi à notre perte puis notre mort, là, puis la mort des écosystèmes aussi, tu sais. Donc il y a toute cette idée justement de la vie, du deuil, de l'organique, de l'inorganique qui est à travers les matériaux eux-mêmes. Pour venir soutenir les idées qui sont, puis le propos, tu sais. Donc, je pars toujours un peu de l'idée, c'est quoi le propos, puis à travers ça, je vais chercher les matériaux qui parlent de ça. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à explorer cette idée du lieu, puis aussi dans une idée
de juste prendre conscience aussi de se dire, bon, je suis présente dans telle X galerie, elle est sur quelle terre? Tu sais, je veux dire, on vit comme quand même dans un pays où l'idée d'accessibilité puis de la terre est comme vraiment problématique et comme vraiment contestée aussi, tu sais. Une Puis, controverse, on s'entend. ouais, controverse, c'est pour ne pas, pour utiliser presque un euphémisme, là, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que personne qui est une immigrante, ben, fille d'immigrante, mais qui a quand même aussi un privilège tu sais, de colonisatrice, puis qui est capable de naviguer des lieux de d'autres façons que d'autres personnes ne le sont pas, mais qui est aussi une personne racisée. Donc, il y a aussi plein de barrières puis d'obstacles à l'institution, puis à accéder aux institutions, puis à comme faire entendre ma voix, tu sais. Donc, si j'ai le privilège de justement exprimer mes idées, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce privilège-là dans la vie, tu sais. La plupart des gens n'entendront jamais leur voix publiquement. Donc, je prends ça quand même à cœur, ce rôle-là. Puis j'essaie de l'honorer à chaque fois que j'ai cette occasion-là, dans le fond. On va parler un peu du deuil, parce que tu l'as mentionné, tu as fait plusieurs expositions qui parlent de ça, puis tu as des expositions par rapport aux plantes, le deuil, les plantes, la nature et tout ça. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y avait une exposition que tu avais invité les gens à participer d'une certaine manière aussi? Oui, c'était une exposition de groupe qui s'appelait Solace, qui était commissariée par Geneviève Wallen, qui est une amie de longue date, qui est aujourd'hui commissaire, auteur. Elle travaille entre autres à la FOFA Galerie à Concordia en ce moment. Mais elle a étudié à Toronto. Elle a travaillé à X-Space, puis elle avait, c'est ça, commissarié cette exposition donc, qui s'appelle Solace, qui était tout autour justement de cette idée de... Il n'y a pas une traduction parfaite en français pour exprimer ce mot-là, mais qui est un peu autour du réconfort et de la guérison, je dirais, qui est une espèce de mot qui se situe peut-être entre ces deux-là. Et vivant un deuil très, très... comment je peux dire, très vif, très lié aussi à un énorme trauma. Là, aussi, je veux dire, tous les deuils sont différents, toutes les situations sont différentes. Euh, euh, mais un deuil qui découlait d'un suicide aussi, c'est quand même très spécifique parce que la personne que dont tu fais le deuil est aussi le meurtrier, tu sais. Donc, il y a comme une espèce d'impossibilité aussi de réconciliation qui est assez particulière, tu sais. Donc, ça vient aussi avec disons que c'est comme assez spécifique. Puis, l'idée de solace, donc, est comme d'autant plus problématique parce que je pense que quand tu travailles un deuil, traverses un deuil, travaille un deuil, j'ai dit, parce que c'est du travail. Mais je voulais dire traverse, mais je pense que travailler un deuil, c'est aussi à propos. Il y a comme une espèce de réticence, je pense, à trouver du réconfort parce que chercher du réconfort présuppose une acceptation. Donc, quand tu n'es pas rendu à accepter la perte, tu ne cherches pas nécessairement de réconfort. Donc, il y a comme vraiment une tension, je pense, dans cette idée d'être prêt à la guérison, la désirer, y accéder, trouver des moments de répit. Tu sais, il y a des gens qui essaient de se distraire, par exemple, par le travail, mais c'est des distractions. Tu sais, le deuil va finir par te rattraper si tu ne fais pas ce travail-là. Il va revenir, tu sais. Ou en tout cas, il va se loger, il va trouver des façons de s'exprimer. Puis... Donc, c'est vraiment à ça que je pensais quand j'ai établi ce premier projet-là. Je pense que ça date de 2016. Puis donc, ce que j'ai fait, c'est je m'intéressais beaucoup au jardinage comme technique de... voyons, excusez-moi, le mot m'échappe. Ben, il y a la résilience, là, mais c'est... Non, il y a la résidence, mais il y a des activités pour guérir le trauma, justement. Puis, tu sais, il y a comme des gens, ça va être du art therapy, on peut dire. Il y a comme la thérapie par l'art, mais il y a aussi la thérapie par le jardinage, dont au Douglas Mental Institute à Verdun. Hein, ils ont une super serre, puis ils ont tout un programme de jardinage là-bas.
Tu connais? J'ai une amie qui travaille là-bas, mais elle fait Ouais. comme elle travaille avec les souris, les rats en fait, pour comme le, le stress postpartum puis l'influence sur les fœtus. OK. Ah ouais, OK. Ben, Puis c'est ça, ils ont un programme aussi, puis la madame est là depuis une trentaine d'années, je pense. En tout cas, je sais pas si c'est encore là, mais moi, je lui avais parlé pour ce projet-là. Puis, ils m'avaient donné justement des boutures. Je collectais des boutures. Ils m'ont donné plein de boutures de leurs plantes qu'ils faisaient pousser là-bas. Il y a plein de gens qui m'ont fait des dons. Euh, Puis j'ai fait une espèce de mini jardin collectif de deuil, dans le fond, que j'ai installé. Donc, on a fait construire des planteuses. Mon cousin m'a aidé. Puis, j'ai collecté ces boutures-là, je les ai apportées à Toronto, je les ai mis dans des petites pipettes d'eau, puis je les ai mises à la disposition du public. Puis j'avais fait une espèce de tableau d'entretien dans le fond du jardin collectif où la proposition, ben, l'idée, c'est ça. C'était si tout le monde fait un petit acte de self-care, puis prend le temps de le faire, justement, parce que c'est difficile de trouver le luxe du temps, je pense. Puis dans le deuil, c'est un des plus grands problèmes. Souvent, on n'est pas capable de le vivre ici en Occident parce qu'on n'a pas structuré le temps que ça prend pour vivre un deuil. C'est comme, OK, tu as 2 semaines off, tu retournes au travail, puis tu es censé redevenir productif. Alors que ça fragmente complètement tout, puis ça fragmente ton rythme de façon très profonde. Donc, l'idée, c'était d'inviter tout le monde à prendre un petit moment pour faire ce geste de care-là, puis de se dire, ben, si individuellement chaque personne le fait, ça devient, il y a quelque chose de collectivement, il y a comme une espèce de croissance qui peut avoir lieu. Donc, il y a cet entretien collectif finalement par cette espèce d'accumulation de gestes individuels. Donc, c'était un peu une espèce de pari où est-ce que les gens vont le faire? Est-ce que les gens vont porter attention à ce qui a été fait? De ne pas noyer les plantes, par exemple, puis trop les arroser. De regarder le tableau, de choisir sa plante. Puis là, il y avait des petits... j'avais mis des petits indicateurs où tu pouvais écrire ton nom. Puis en fait, ça devenait vraiment justement cette espèce de jardin collectif de tous ces étrangers-là qui se rassemblent autour d'un projet. Puis à la fin, ben, ces plantes-là, ça fait comme des petites plantes. Puis là, je les ai offertes. Fait que il y avait comme 2 jours où les gens pouvaient venir chercher des plantes. Puis c'est vraiment cool parce qu'il y a encore, j'ai encore des amis qui m'envoient des photos de ces plantes-là, qui sont devenues, qui continuent de pousser. Donc c'est un peu l'idée de transmission aussi du care. Puis je pense de réaliser que c'est pas quelque chose de... Je pense que le self-care a été repris là, beaucoup par les corporations et tout. Puis a peut-être été un peu dénaturé, mais je pense que c'est absolument important pour quiconque qui est d'une communauté marginalisée. On connaît l'importance puis la nécessité, je pense, du care, du self-care, de façon beaucoup plus spirituelle et profonde là, que juste... mais ça peut aussi être juste prendre un bain. Là. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond. Puis je pense que de guérir, prendre le temps de guérir des traumas, prendre le temps de vivre ses deuils, c'est un investissement qui n'est pas juste... je pense pas que c'est un geste selfish du tout, en fait. Je pense que c'est vraiment comme... si tu es capable de trouver ça, c'est presque un devoir. Moi, c'est comme ça que je le voyais personnellement, parce que sinon, tu fais que porter justement cet héritage-là, cette espèce de violence dont tu hérites, puis en fait, tu fais juste la perpétuer. Donc, c'est un peu de se demander, ben, en tant que société, justement, quels gestes on pose, comment est-ce qu'on change nos comportements, comment est-ce qu'on change nos façons d'interagir, mais aussi d'exister par rapport aux autres pour justement qu'on soit un peu moins dans ces cycles-là, justement. Parce que moi, c'est sûr que excusez, je vais wrap up cette très longue réponse, mais mon deuil, c'était fait, par exemple, en Afrique du Sud, puis c'était quand même intéressant dans une position où de voir comment les gens au Canada réagissaient, comment les gens en Afrique du Sud réagissaient, comment mes amis en Europe réagissaient, puis de voir culturellement à quel point le rapport au deuil, le rapport à la mort est complètement différent, puis en même temps similaire à plein d'égards, mais de comment est-ce qu'on le traite, puis de comment on lui laisse la place, c'était vraiment différent, puis
l'Afrique du Sud, c'est un pays, je pense, extraordinaire, qui a un souffle de vie incroyable, mais qui porte aussi des cicatrices hyper récentes, hyper importantes. Puis tu peux le voir vraiment à grande échelle. Il y a comme un trauma là, qui est vraiment à vivre. Donc, se poser la question, ben, par où on commence à guérir, justement. Fait que c'est un peu ça qui était, je pense, à l'origine de cette recherche-là. Ouais. Ben, tu fais des liens entre le jardinage et le colonialisme. Puis ça a un peu rapport à ce que tu parles de l'Afrique du Sud, mais aussi très clairement comme en Amérique du Nord, au Québec. On l'a mentionné tantôt, les territoires. Le territoire au Québec, c'est controversé. Je dis controversé, mais j'ai eu un invité où on a parlé de l'idée des territoires non cédés. Tu aurais écouté l'émission, c'est quand même assez intéressant. Mm-hmm. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans la nature à arracher des plantes envahissantes. Je sais que c'est peut-être pas ce que toi, tu essaies de dire avec ton propos, mais moi, j'ai eu à dealer physiquement avec des plantes qui ont été emportées ici par des Européens qui sont qui envahissent maintenant le territoire parce que ben, c'est des plantes qui sont ils n'ont pas de prédateurs naturels. Ouais. Fait que là, t'es littéralement colonisé par une plante amenée d'ici par des colonisateurs. Je sais pas si ce que toi tu fais, c'est similaire ou ce que tu en penses, mais... Ben, je pense que oui, absolument, je trouve ça vraiment intéressant et fascinant. C'est sûr que, mon rapport à la nature au départ est vraiment, ça je l'ai dit clairement aussi, là, c'était presque... Au début, je le traitais beaucoup par rapport au rythme, au cycle. Puis, je dis des espaces de nature parce que, bon, c'est quoi la nature, déjà? Puis, si je pense à un parc, si je pense à un jardin, si je pense à une réserve, si je pense aux places où je vais marcher en montagne, c'est pas la nature, c'est des espaces domptés ou le paysage, le paysage, c'est la nature formée aussi par l'activité humaine, Donc, c'est quand même intéressant. Un des projets que j'ai fait, c'était en ligne cette année, en collaboration avec une artiste d'Afrique du Sud, justement, qui s'appelle Ayoma Kendall. Puis le projet s'appelle What is a weed? Justement, on pose la question, c'est quoi une mauvaise herbe? T'sais? Puis une mauvaise herbe, c'est juste les seules caractéristiques, dans le fond, d'une mauvaise herbe, profondément, c'est juste une herbe qui correspond pas à l'utilisation ou au désir de l'être humain. T'sais. C'est ça qu'on qualifie d'une mauvaise herbe parce que si elle était laissée à elle-même et tout, il n'y a pas cette idée de mauvaise herbe. T'sais. Mais il y a effectivement des plantes qui deviennent envahissantes et donc qu'on qualifie par exemple de mauvaises herbes, qui sont indésirables. Puis donc, je pense que c'est des millions de dollars là, par année, surtout en agriculture, qui sont dépensés à essayer de contrôler les herbes et les plantes indésirables selon l'utilisation qu'on veut faire d'un bout de terre, par exemple, ou Donc, c'est quand même intéressant, cette idée-là, qui s'exprime différemment en agriculture ou qui s'exprime différemment en horticulture, ou, justement, quand c'est une question de besoin ou quand c'est vraiment une question de désir et d'esthétique et de loisir, de plaisir, comme c'est souvent un petit peu plus le cas dans les jardins qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, c'est absolument des choses, je pense, que j'essaie de plus en plus d'étudier puis d'intégrer. Mais c'est sûr que je le fais... souvent, je me dis, OK, comment est-ce que je m'exprime sur la nature, puis dans quelle posture? Puis c'est sûr que pour moi, je suis beaucoup dans un processus de désapprentissage aussi, là, du rapport à la nature, je pense qu'il est très colonial, là, qui est très comme l'humain séparé de son environnement, cette espèce de dichotomie de ville-nature, urbain, sauvage, puis d'essayer de réconcilier les deux, puis de me rendre compte que tout est de la nature transformée, puis donc, qu'est-ce que ça veut dire que moi, je désherbe ou qu'est-ce que ça veut dire que moi, je décide que je pose un geste qui est comme d'arracher le vivant, ou de le contrôler, puis à quel besoin. Ouais, c'est clairement des questions que je trouve absolument nécessaires à cette époque anthropocène dans laquelle on est, puis cette espèce d'angoisse de déclin écologique qui fait que les millénaires ne veulent plus avoir d'enfants, puis tout et tout. Là.
on est quand même, on est en plein dedans, là, tu sais. Donc, ouais, absolument. J'essaie de m'éduquer le plus possible sur ces questions-là, puis de les intégrer donc dans ma pratique de plus en plus. Euh, Puis, ben, si je peux revenir au colonialisme, oui, c'est juste que ça, j'essaie de le faire de façon complexe, le plus possible, dans le sens où euh, tu sais, je suis pas une experte, donc je veux pas me prononcer puis rentrer dans des juste c'est bien, c'est mal, ceci devrait être ceci, ceci devrait être cela. Mais j'essaie quand même de gratter un peu, puis en fait de démontrer que ça touche à tout, puis que c'est partout. Puis par exemple, mon dernier projet explorait, s'intéressait à la rose, mais les roses, pour moi, c'est un point d'entrée justement pour explorer toutes ces questions-là. J'ai touché à justement la féminité, l'association, la symbolique avec notre idée de c'est quoi la féminité, notre idée de c'est quoi euh, une beauté aussi, c'est quoi la beauté, c'est quoi l'esthétique qu'on value. Ça m'a permis de toucher justement cette idée de cette longue histoire millénaire qu'on a de domestiquer la nature, de vouloir la contrôler. Puis là, maintenant, ben, avec les roses, c'est la fleur, une des fleurs les plus produites, donc de la commercialiser, tu sais, de développer toutes sortes de technologies, puis de mettre à profit une énergie humaine incroyable pour faire pousser une plante, une fleur qui va mourir 10 jours plus tard. Puis qui va être envoyée de pays du sud global jusque dans nos maisons en Amérique du Nord ou en Angleterre ou en France. Euh, donc, je trouve ça quand même intéressant puis fascinant de voir toute l'énergie qu'on met pour contrôler ou posséder justement la nature, même avoir une plante d'intérieur. Tu sais, j'ai des plantes derrière moi, tout ce qui est mis à profit, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis à quel besoin profond ça répond aussi, tu sais, pour nous qui vivons en ville, par exemple. On a absolument besoin de verre de plus en plus, on en a besoin, tu sais, on l'a vu là, pendant la pandémie, les centres de jardin étaient dévalisés, là, il n'y avait pas moyen de trouver une boîte pour planter ses herbes l'été, tu sais, je veux dire, tout le monde essayait de revenir à ça, tu sais. Donc, je pense que ça répond à quelque chose de vraiment profond. Puis, cette idée, justement, du colonialisme, c'est de posséder la nature aussi, a été vraiment... a fait partie du rôle des jardins botaniques. Tu sais, les jardins botaniques qui envoyaient des botanistes, des horticulteurs sur les bateaux, dont les missions étaient de coloniser des nouveaux territoires. Puis en même temps, ben, on allait étudier la faune et la flore, puis on allait essayer de trouver ben, quelle plante va être économique, quelle plante va nous servir, puis comment est-ce qu'on va s'en servir, par exemple, le thé, une de ces plantes-là. Tu sais, comment est-ce qu'on va aller en Chine, prendre les plantes, les ramener en Inde dans nos plantations, parce qu'on a déjà un système d'exploitation, on a déjà de la main-d'œuvre. Puis on va l'amener là. Puis là, aujourd'hui, ben, on boit du thé, puis on dit, ah, du thé Darjeeling, du Ceylon Tea, puis on pense que ça vient d'Inde, alors que la plante n'est pas originaire de là, tu sais. Et qu'il y a toute cette histoire coloniale derrière une simple coupe de thé. Il y a la même histoire derrière des roses, la même histoire derrière nos bougainvilliers, et plein d'autres plantes aussi qui sont arrivées aussi au Québec, justement, à diverses fins. T'sais. Puis c'est quand même intéressant, comme tu dis, ben, il y a certaines de ces plantes-là qui s'échappent, puis qui nous échappent, puis qui prennent vie, puis qui deviennent envahissantes, qui deviennent des mauvaises herbes, qui deviennent des problèmes dans nos jardins, qui ont des racines tellement fortes qu'elles détruisent les fondations de nos maisons. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment riche. Ben, Ève, ça nous amène à la fin de l'émission. Déjà. Y a-t-il des affaires qui s'en viennent bientôt pour toi? Oui, j'ai 2 expositions ici au Québec qui ouvrent les deux le 5 février. Il y en a une qui va être à Plein Sud, qui est dans le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil.
Et il y en a une autre qui va faire partie d'une exposition de groupe au musée de Joliette, qui ouvre le 5 février aussi. Je pense pas que j'ai les titres des expositions, là, mais donc musée de Joliette et Plein Sud à Longueuil. C'est mes prochains projets. À Joliette, ça va être... je vais retravailler cette idée des roses, justement. Puis à Plein Sud, je travaille encore les idées autour du jardin, mais c'est encore un processus de développement. Donc, on verra bien quelle forme finale ça va prendre, mais c'est toujours ces mêmes idées qui me travaillent. Cool. Bon, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu.